Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 janvier 2025, 9h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. La plupart sont très pertinents. Dites-moi d'où vous regardez et écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Il y en a qui se demandaient d'où j'avais trouvé des sources sur l'hospitalisation de von den Leyen. Et on va faire un petit tour dans son histoire à elle, vraiment, pour te démontrer que tous ceux qui nous dirigent, le culte qui nous dirige, c'est pas du monde qui arrive là par hasard. Ils sont tous issus soit de lignées sanguines ou ils sont choisis parce que leur famille, leurs ancêtres ont fait partie ou font partie encore de l'élite. C'est ni toi, ni moi, ni ta tante qui va être président de la Commission européenne ou président de la France ou premier ministre du Canada ou du Québec. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toutes des lignées sanguines. On n'a qu'à penser à Tabarnak Obama. Tabarnak Obama est le cousin au 8e, au 9e degré de George W. Bush, de Dick Cheney, puis plein d'autres. Il y a plein de références aussi sanguines à d'autres présidents américains. Donc, il n'y a personne qui arrive là par hasard. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été la plus grande fraude. Tout le monde s'attendait à « Mon Dieu, le sauveur est arrivé! » Tabarnak Obama. D'ailleurs, c'est la stratégie de l'élite et du culte qui nous gouverne de toujours te mettre... Puis le système politique, c'est tellement bidon. C'est comme notre système politique parlementaire, c'est comme le système de royauté. C'est juste que, dans le fond, on te déguisait ça dans une pseudo-démocratie qui n'existe pas. Tout est truqué d'avance. Puis si c'est pas truqué dans le sens où on vole les bulletins de vote, là, t'es tellement influencé par endoctriné que tu votes parce qu'on t'a convaincu de voter de telle façon. Ça revient toujours au même. Anyways. Puis de toute façon, tous ceux qui sont là, c'est pas important, c'est tous des fous du roi puis des pantins. Von den Leyen, qui a été installée à la Commission européenne comme présidente, non élue, naturellement, mais de toute façon, élue ou non élue, ça ne change rien, a été hospitalisée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se remet d'une grave pneumonie, mais n'assistera pas à la réunion hebdomadaire, nous rapporte Euronews. Donc, tu peux trouver toutes sortes de liens, mais moi, j'ai pris celui de Euronews. La présidente de la Commission européenne, von der Leyen, se remet d'une grave pneumonie, mais n'assistera pas à la réunion hebdomadaire des commissaires. La présidente de la Commission européenne se rétablit et devrait bientôt reprendre ses rendez-vous en personne, malgré les critiques concernant le manque de communication et de transparence sur son état de santé au cours de la dernière semaine. Donc, pour ça règle le cas, c'est pas une fake news, OK? Est-ce qu'elle a été vraiment malade? Je le sais pas. Est-ce que c'est un cover-up? Je le sais pas. Mais ça, c'est la nouvelle, OK? Maintenant, il y a des abonnés qui ont commenté, qui ont parlé d'un procès. Moi, je me disais, de quoi ils parlent, ces gens-là? Quel procès? Moi, j'en avais pas entendu parler. Imagine-toi, là, j'ai trouvé le lien. On va aller le voir ensemble. Et c'est très bizarre parce que sa pneumonie, son hospitalisation, ça arrive avec, apparemment, le fait qu'elle devait peut-être se rendre à la cour de Liège, ou je ne sais pas, mais l'histoire est la suivante, OK? Puis là, encore là, tu as plein de liens, mais là, j'ai choisi celui-là. Ursula, de 7 sur 7, après Ursula von der Leyen, un Belge poursuit la chef du parquet européen en justice. Le Belge qui avait déposé plainte contre la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, notamment pour prise illégale d'intérêts et corruption dans le cadre de la négociation d'un contrat qui portait sur l'achat de doses de vaccins contre la COVID, a déposé une autre plainte contre la chef du parquet européen, Laura Kövesi. Écrit lundi le Elle Post. Frédéric Baldan entend ainsi dénoncer de présumées manœuvres dilatoires du parquet européen visant à étouffer l'affaire. Le plaignant et son avocate s'étonnent notamment que le juge d'instruction en charge du dossier, Pfizer von der Leyen, ne se soit pas rendu à une audience le mois dernier pour défendre son travail. Le parquet européen a pris en otage la justice belge par ses différentes demandes. Y aurait-il des entraves au travail d'investigation du juge d'instruction, a questionné l'avocate de Frédéric Baldan.
Donc, le PPO, abréviation, acronyme pour je ne sais pas quoi, là, veut récupérer le dossier, mais estime déjà qu'il n'y a pas de suspect, affirme Frédéric Baldan, qui a donc porté plainte contre la chef du parquet pour coalition de fonctionnaires en vue de commettre un acte arbitraire portant plainte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Donc, ça, c'est le lien que j'ai trouvé. Donc, tout ça semble vraiment nébuleux. Et je peux te dire une chose, moi, je vous avoue que vous pouvez me renseigner plus là-dessus. S'il y en a qui peuvent nous renseigner là-dessus, gênez-vous pas dans les commentaires de le faire, mais c'est vrai que ça ressemble à quelque chose de très bizarre comme situation. Tu as von der Leyen, d'ailleurs, qui se retrouve, comme je vous l'avais démontré ici, sur la page couverture du fameux magazine d'Économiste, à côté du logo de la radiation nucléaire, et elle est là. Pour qu'elle soit là-dessus, puis qu'elle tombe malade, qu'est-ce qu'on nous annonce? Je ne sais pas. C'est très nébuleux, mais en tout cas, déjà, ça s'annonce très étrange comme année et début d'année, autant pour elle que pour nous et pour tout le reste. Maintenant, on va faire juste un petit saut dans le passé pour juste te démontrer comment ce monde-là, ils ne viennent pas de nulle part, tu comprends? Ursula Gertrude von der Leyen, qui est née le 8 octobre sous le nom, naturellement, parce que von der Leyen, je pense que c'est le nom de son mari, Albrecht est une femme politique allemande, 13e présidente de la Commission européenne depuis 2019. Elle a servi dans le gouvernement fédéral allemand 2005 à 2019, ou 2005 et 2019, occupant des postes au sein du fameux gouvernement obscur d'Angela Merkel, le plus récent étant celui de ministre fédéral de la Défense. Elle est membre de l'Union chrétienne démocrate, parti populaire aux politiques européens affiliés. Ça veut tellement rien dire, l'Union démocrate chrétienne. Quand tu regardes ces gens-là, satanistes, là, wow, où ça t'en dit beaucoup sur l'Église catholique. Le Parti populaire européen, le 7 mars 2024, blablabla. Bon, Albrecht est né et a grandi à Bruxelles, en Belgique, de parents allemands. Son père, Ernst Albrecht, était l'un des premiers fonctionnaires européens. Ah, mon Dieu! Hein, les fonctionnaires? Elle a été élevée bilingue en allemand et en français et a déménagé en Allemagne en 1971, lorsque son père s'est impliqué dans la politique allemande. Elle a été diplômée de la London School of Economics en 1978 et en 1987, elle a obtenu sa licence de médecine à la faculté de médecine de Hanovre. Vraiment bizarre. Après avoir épousé son collègue médecin Heiko von der Leyen. Elle a vécu 4 ans aux États-Unis avec sa famille dans les années 90. Après son retour en Allemagne, elle s'est impliquée dans la politique locale dans la région de Hanovre à la fin des années 90 et elle a été ministre du cabinet du gouvernement du Land de Basse-Saxe de 2003 à 2005. Donc, on les place toujours, ces gens-là, tous choisis par les lignées sanguines, à des postes à un certain moment donné, puis après ça, on leur fait monter les échelons quand on a des plans plus précis pour eux. En 2005, von der Leyen rejoint le cabinet fédéral, d'abord comme ministre de la Famille et de la Jeunesse. Wow! De 2005 à 2009, puis comme ministre du Travail et des Affaires sociales de 2009 à 2013, et enfin comme ministre de la Défense de 2013 à 2019, devenant ainsi la première femme à occuper le poste de ministre de la Défense. Who cares? Moi, je suis vraiment écœuré d'entendre premier black, première femme, premier gay, premier... foutez-nous la paix avec ça. Tu mets la plus compétente ou le plus compétent, j'en ai rien à branler. Ça, c'est un vrai racket intellectuel, anyways, et social. Lorsqu'elle quitte ses fonctions, elle est la seule ministre à avoir siégé sans interruption au sein du cabinet de Merkel depuis que celle-ci est devenue chancelière. Demande-toi pourquoi. Elle est vice-présidente de la CDU de 2010 à 2019 et est considérée comme l'une des principales candidates à la succession de Merkel au poste de chancelière de l'Allemagne et comme la favorite pour devenir secrétaire générale de l'OTAN après Jens Stoltenberg. Le secrétaire britannique à la Défense, Michael Fallon, l'a décrit en 2019 comme une présence vedette. Aïe, tu sais, l'élite, c'est tout dans leur bulle, dans leur champ d'écho, là, tu comprends? Bon, peu importe.
Là, ce que je voulais te parler, c'est la famille. Ursula von der bon, en tout cas, est née à Bruxelles, blablabla. Dans la famille, elle est connue depuis son enfance sous le nom de Rosken, diminutif de Rose. Son père, Ernst Albrecht, a été l'un des premiers fonctionnaires européens à travailler dès la création, étrangement, non, ou non, de la Commission européenne. Puis elle est la présidente de la Commission européenne en ce moment, dans les moments les plus cruciaux. En 1958, d'abord comme chef de cabinet du commissaire européen à la concurrence, bon, j'oublie, on saute son nom, là, lui, au sein de la commission Hallstein, puis comme directeur général de la direction générale de la concurrence de 67 à blablabla. En 71, la plupart de ses ancêtres, c'est là où ça devient intéressant, hein, était originaire des anciens États de Hanovre et de Brême, dans le nord-ouest de l'Allemagne actuelle. Elle a une arrière-grand-mère américaine d'origine britannique, des ancêtres français et italiens plus éloignés, et quelques ancêtres de ce qui est aujourd'hui l'Estonie, qui faisait alors partie de l'ancien empire russe. La famille Albrecht faisait partie des familles courtoises ou distinguées de l'électorat et du royaume de Hanovre, un État qui était en union personnelle avec le Royaume-Uni, et ses ancêtres étaient médecins, juristes et fonctionnaires depuis le 17e siècle. Son arrière-grand-père, Georges-Alexandre Albrecht, s'installe à Brême au 19e siècle, où il devient un riche marchand de coton. Oh, avec des esclaves, j'imagine, hein? Membre de l'élite hanséatique et consul de l'Empire austro-hongrois à partir de 1895, en 1864, il épouse la baronne Louise Dorothée Betty, connue sous le nom de Lulu, fille du baron Rohan Ludwig von Knopp, l'un des entrepreneurs les plus prospères de l'Empire russe du 19e siècle. Les grands-parents de cette dame, von der Leyen, étaient le marchand de coton Karl Albrecht et Marie Lanson Robertson, une Américaine qui est descendue d'une famille de planteurs de Charleston, en Caroline du Sud. Ses ancêtres américains ont joué le rôle important dans la colonisation britannique des Amériques. Tiens. Et elle descend de nombreux des premiers colons anglais de Caroline, de Virginie, de Pennsylvanie, de la Barbade et de nombreux gouverneurs coloniaux. Parmi ses ancêtres figuraient les gouverneurs de Caroline. Bon, je vous saute les noms aussi. Wow! Et cette famille-là était des grands propriétaires de plantations et son ancêtre, Lanson, détenait plus de 200 personnes en esclavage au moment où l'esclavage aux États-Unis a été aboli. Ses parents et ancêtres étaient parmi les plus riches de l'Amérique du Nord britannique. Aïe, 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 aïe. Ça te donne un petit peu une... Puis pour ceux qui se demandent si l'histoire concernant Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, c'est des fake news. Non, tu peux même... si tu fais des recherches faciles, tu vas trouver ça. Obama, cousin with Bush, OK? Puis là, il y a plein de liens là-dessus détaillés. Barack Obama est un cousin au 10e degré de George W. Bush par Samuel Hinckley de Cape Cod. The Guardian, Obama et le président Bush sont des cousins au 10e degré. Il y en a qui disent 10e, d'autres 8e, d'autres 9e. Ben, peu importe, rendu là, c'est pas vraiment important. Le New York Times, 21 mars 2008, Obama et Bush sont des cousins. Moi, je veux savoir une chose, puis je veux vos commentaires dans la boîte de description. Parce que la politique est pareille partout, OK? Moi, je veux savoir une chose, puis je veux vous entendre là-dessus. D'abord, ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne, écrasez le petit pouce en l'air, partagez la vidéo. Si, moi je ne le savais pas ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, là, depuis que je fais des recherches, puis que je m'intéresse, puis je ne le savais pas, disons, ça fait peut-être 4 ans que je le sais, 5 ans. Les Américains, il y en a, je suis convaincu, puis d'abord plusieurs d'entre vous, cousins français, compatriotes québécois, je suis convaincu qu'il y en a plein, puis qu'il y en a encore plein qui ne savent pas ça. Moi, j'aimerais savoir la chose suivante. Si on avait présenté ça aux Américains, que Tabarnak Obama était cousin au 8e ou 9e degré de George W. Bush, tout de suite après les 2 mandats de Bush, moi, je veux savoir s'il aurait été élu. Puis je veux savoir s'il aurait été élu si on n'avait pas lancé l'idée que c'était le premier Afro-Américain à la candidature de la présidentielle américaine, quand c'est pas un Afro-Américain. Le gars, sa mère est blanche.
Sa mère est blanche. C'est pas comme si son arrière du 1er siècle après Jésus-Christ était blanc, là. Sa mère est blanche. Comment tu peux prétendre que Tabarnak Obama, c'est le premier Afro-Américain, puis je suis tellement écœuré de la politique d'identité, de la politique des sexes, puis première femme, premier gay, non, foutez-nous la paix avec ça. Mais le plus compétent, puis le reste, on s'en contrefou. Nous autres, on ne fait pas attention à ça. Nous autres, le peuple, on n'est pas raciste. Nous autres, le peuple, on n'est pas sexiste. C'est vous autres, les malades mentaux qui nous gouvernent, qui mettez ces bases de racisme, de sexisme, de transphobie, d'homophobie, puis de race. Nous autres, on n'en a rien à branler. Mais par contre, on veut des règles dans la société qui fait que, ben non, tu ne peux pas envoyer un homme avec une graine et une paille de couille dans les toilettes de femme, là. Voyons donc. Tout le monde se rappelle de Lia Thomas. Hein, ou pas. Si tu t'en rappelles pas, moi, aller te montrer c'est qui. D'abord, on va finir avec l'histoire de Tabarnak Obama, là. Obama a 44 cousins au Sénat. Ben, je ne sais pas, là, mais si tu veux douter encore des liens sanguins de tout le monde, là, fais des petites recherches, puis arrête de te mettre la tête dans le sable, puis de penser que la politique, puis les politiciens sont là pour toi. C'est un système pour te contrôler comme il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours. Tu peux même remonter à... Moi, j'ai la foi, je me considère, bon, ma foi est identifiée plus naturellement à Jésus, mais même Jésus a dit, paye tes taxes et tes impôts. Je ne sais pas, là, mais c'est un système, ça, là. Aïe, aïe, aïe. Nous avons découvert, The Guardian nous dit, le 7 août 2014, nous avons découvert qu'Obama n'a pas moins de 44 cousins confirmés. Donc, imagine ceux qui ne sont pas confirmés. Wow! Au Sénat, y compris le républicain Ted Cruz. Wow! Je ne sais pas, là, mais à un moment donné, il faut se réveiller, il faut sortir la tête du sable. Là, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais faire, mais c'est pas... C'est ça pour te dire que, chers amis, wow! Il faut se réveiller à un certain moment donné. OK, Lia Thomas, je viens de retrouver mon fil d'idée. Lia Thomas, qui est un agent transgenre, un homme de 6 pieds 4 avec son appareil génital qui a volé toutes les médailles de tout le monde. Tu as entendu parler ou peut-être pas de ça, OK? Les espoirs olympiques de la nage. De la nageuse transgenre Lia Thomas sont anéantis après une bataille juridique perdue. Thomas est entré dans l'histoire en 2020. Entré dans l'histoire? De quoi on parle? De quelle histoire? Devenant la première femme transgenre à remporter un championnat. Un homme de 6 pieds 4. 6 pieds, c'est tout un amour à glace, là, avec sa graine et sa paire de couilles. Ils sont tous fiers de te dire qu'il est rentré dans l'histoire pour avoir volé la médaille ou les médailles à des jeunes demoiselles qui ont peut-être 40% de son gabarit. Are you effing kidding me? Puis toi, tu voudrais me dire que moi, je suis sauté, puis je suis fou? Come on, man, give me a break. La nageuse transgenre Lia Thomas a perdu mercredi une bataille juridique contestant l'interdiction effective faite aux femmes trans de courir au plus haut niveau de la natation féminine. C'est parce que ça n'a pas de sens. Tu vas aller t'émisser dans le monde des femmes, tu vas voler la médaille à une femme, ou une jeune fille qui a travaillé pendant des années pour se faire reconnaître et essayer de gagner un titre, puis toi, tu vas arriver avec tes 6 pieds et 4, puis tu vas... puis on va cautionner ça. On va cautionner ça. Come on, man. Quand il y a... Back now, NBC News has learned that transgender swimmer Lia Thomas has quietly been mounting a legal challenge to rules that would keep Thomas out of the Olympics and other times. Hey, Riley, je me rappelle plus, Riley, je vais essayer de trouver son nom, elle était allée, c'est elle qui a perdu beaucoup, elle a perdu tous ses titres contre... Donc, Riley Gaines, ça, c'est la nageuse qui a fait beaucoup, beaucoup de vagues. C'est une des premières qui s'est levée en tant que femme pour faire... Imagine, on est en 2025 dans un monde supposément de droit, puis qu'on a tellement battu, la gauche prétend qu'on a tellement défendu le droit des femmes.
que tu es en 2025 puis les femmes sont obligées de reprendre le combat, même pas du début, depuis l'âge de... Je sais même pas depuis quand, pour se défendre d'hommes qui viennent leur voler leur médaille, qui rentrent dans leur vestiaire. Puis on en est rendu là avec la gauche de tordu qui nous a amenés ici. C'est complètement cinglé. On va l'entendre, elle, parce qu'elle était vraiment fâchée de se faire, d'abord, voler ses médailles, puis avoir un homme de 6 pieds 4 avec sa graine, ça pète de quoi, il rentrait dans le vestiaire des femmes. Voyons, comment? Ça n'a pas de sens, là. Thank you. Hello, my name is Riley Gaines. I am an ambassador for Independent Women's Voice. I am the vice chair of Athletes for America with America First Policy Institute. And I'm a former collegiate swimmer from the University of Kentucky. First, and let me echo Speaker Johnson's gratitude for the people who stand alongside me, behind me, their leadership on this issue, how they have stood firm, the flack that you all have taken. I know it's not easy, but nonetheless, it's necessary, and I would argue that it's urgent. And so I thank you all. And I'm thrilled with the passage of H.R. 28, the Protection of Women and Girls in Sports Act. But truthfully, I'm mad. I'm mad that this is something we have to do. Elle dit, là, il y a une loi qui a été passée pour protéger les jeunes filles et les femmes contre ce mouvement-là de trans, d'hommes. Mais elle dit, je suis contente que la loi passe, mais je suis pas contente qu'on en soit rendu là. I'm mad that we as women have to beg for equal rights. Donc, elle dit, là, je suis vraiment fâché que nous, en tant que femmes, on doit quêter le droit à l'égalité. Voyons donc. Si moi, j'ai rien contre le mouvement trans, puis tu peux faire ce que tu veux, c'est un choix sexuel, puis on veut pas en entendre parler, on veut pas en entendre parler. Nettoyer, dépolluer la sphère publique, là, ça serait une priorité, puis je veux vous entendre là-dessus. Dépolluer la sphère publique de la race, de l'identité raciale, de la couleur de la peau, de l'orientation du sexe, de ton choix de genre, si tu veux, I don't friggin' care, puis religieuse. On devrait dépolluer ça, puis pas en faire des instruments de bataille, puis de division, puis de choix dans l'embauche de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Nous autres, on n'en fait pas de cas de ça. C'est l'élite qui nous met ça comme bataille continuelle, puis qui s'acharne à laisser cette bataille-là. Honte aux médias, honte aux politiciens, honte aux curés, honte aux pseudo-experts, honte aux professeurs, honte aux universités, honte aux experts, honte aux psychologues, honte à tout le monde qui nous laisse dans cet enfer-là. Nous autres, on n'est pas là-dedans, on est loin de ça. C'est eux autres qui nous obligent à rester dans ce cadre-là, puis on n'avance pas comme ça. I'm mad that we have to beg for privacy in areas Elle dit, je suis fâché qu'on soit obligé de quêter pour notre intimité. of undressing, and I'm mad that we have to beg for safety on the En plus, je suis fâché qu'on ait besoin de quêter pour notre sécurité. court or on the field or Que ce soit sur le terrain ou... Hey, imagine les boxeuses là, qui ont perdu contre ces hommes biologiques. C'est dangereux. Je ne sais pas si tu connais la constitution d'un homme et d'une femme, là. C'est loin d'être la même chose. Puis tu avais le USA Today à un moment donné, quand ce cas-là a été porté vraiment publiquement. Tu as un gars de... Le USA Today, là, ben attends que j'arrive à ça, là. Il y a un gars de ESPN qui avait dit « Ouais, c'est vraiment pas juste. » Un gars d'ESPN, ça c'est la chaîne sportive continue, là, qui s'était élevé contre ça, il dit « Ouais, dans le fond, tu t'envoies des hommes de 6 pieds 4 compétitionner contre des jeunes filles qui ont... Tu sais, un homme et une femme, c'est pas pareil, là. » Il avait juste mentionné quelques petits commentaires comme ça. Tu as une journaliste sportive du USA Today qui te l'avait ramassé. Elle a dit « C'est incroyable, c'est des bigots, c'est des transgenres, c'est des transphobes, c'est des ceci, c'est des cela. » En parlant de ce gars-là, elle l'a savonné. Puis elle dit en plus, qu'est-ce que ça peut bien vous faire s'ils s'en vont chez le gynécologue? Moi, je suis en train de lire ça, je me dis, quoi? Es-tu rendu folle, là, chez le gynécologue? Moi, je savais ce qu'un gars avec une graine et une paire de couilles va aller faire chez le gynécologue. Voyons, tu tombes sur la tête? Le gynécologue, c'est un test de la prostate que ça lui prend. Imagine le vieux gynécologue qui est là, toi, dans son bureau, il est à la veille de prendre sa retraite, il est occupé. Il dit, vous rentrez, madame, asseyez-vous. Elle dit, oui, c'est pour votre pap test. Oui, OK, pas de problème. Allez vous dévêtir, mettez la petite jaquette blanche, j'arrive tout de suite, ouvrez les jambes. Là, il arrive, tu dis, bah, ouais, mais qu'est-ce que tu fais là, gros? T'as une graine, une paille de couilles. Sécurité, sécurité! Come on, man, wake up! Enough is enough. Je vous reviens.